Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je ne vois pas de questions sur l'écran de questions. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. On a tous le droit de se poser des questions sur tout ce qu'on vous a présenté. Moi, j'en ai. Moi, moi j'ai une question en fait pour les deux ORL engagés que vous êtes. Justement, tu vois, sur ces recommandations de la société de Muco, euh, la place d'une imagerie systématique chez un patient muco transplanté, on va dire, je dirais à la louche, je n'ai pas du tout étudié dans les chiffres cela, mais je pense qu'il y a à peu près au moins un patient sur deux qui n'a aucun symptôme rhino-sinusien chronique sur le long cours après transplantation. Ou des choses tout à fait mineures. Est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas qu'on continue à surveiller les cônes BIM de ces patients? Bah, tout seul, ça suffit pas, moi, je dirais. Il faudrait le scan et l'endoscopie nasale. Parce que ça te dit plein vite, mais ça arrive qu'il y ait de l'inflammation sans qu'il y ait forcément de l'infection sévère. Il n'y a pas toujours du pseudomonas, quoi. Je parle pas du greffé, là, hein, je parle de... Toi, tu parles des greffés, toi. Ouais, moi, je parle des greffés. C'est-à-dire, je dis un greffé, donc Oui, qui a on un part risque. de l'idée qui va bien sur le long cours. Hein, un greffé allez, on va dire à 5 ans post-greffe, qui va bien, qui n'a pas de dysfonction de son greffon pulmonaire, qui ne fait pas d'infection respiratoire basse. Hein, donc, on est hors des recommandations de la société américaine. Elle nous dit poser la question aux patients de savoir s'ils ont des symptômes rhino-sinusiens. Je leur pose la question, le patient me dit je vais très bien. Est-ce qu'il faut et est-ce que vous pensez que ça a un intérêt qu'on fasse de l'imagerie et qu'on vous les adresse pour un examen systématique ou des prélèvements microbiologiques systématiques, sinon pas de symptômes? Vous faites pas, vous leur donnez pas de score de SNOT 22 à remplir. Non. Mais ça c'est pas forcément bien. Nous, on le fait pas. Hein, mais... Non, mais parce il est hyper rapide à remplir et c'est un... Des fois, ils disent qu'ils ont rien, mais quand ils remplissent le score, il y a des trucs qui sortent. C'est pour ça que je te dis ça. Après, le scanner systématique, ça ne te renseignera pas sur le portage bactérien. Ça te dira si c'est plein ou vide, quoi, c'est tout. Ouais, mais ça peut être scanner systématique et consultation ORL Oui, je pense qu'il spécialisée faudrait les deux systématique. matcher ensemble. Les deux matcher ensemble. Parce que La consulte et le scanner. Parce que l'imagerie en elle-même, elle est insuffisante puisqu'il n'y a pas toujours de corrélation entre l'impact Ouais. morphologique et ce que ressent le patient. Et ce qui pour nous sera fondamental, c'est de pouvoir voir dans le nez du patient un écoulement de sécrétion, leur aspect, est-ce que c'est transparent, est-ce que c'est mucopurulent, est-ce qu'il y a des croûtes collées, est-ce qu'il y a des polypes. Et ça, le patient ne va pas forcément s'en plaindre. Et donc l'évaluation endoscopique systématique, je pense que c'est l'élément qui devrait apparaître en premier, l'examen ORL et l'évaluation endoscopique. L'imagerie vient en complément pour conforter une impression qu'on pourrait avoir d'un encombrement important avec des sinus qui seraient bouchés. Et puis l'autre intérêt de l'imagerie, mais ça c'est non spécifique à la muco, c'est chez un patient qui aurait déjà été opéré, rechercher des complications tardives mucocéliques qui ne sont pas toujours symptomatiques au départ et qui peuvent apparaître progressivement. Et puis, si ça n'était pas identifié avant la greffe, peut-être découvrir des foyers infectieux dentaires qu'il faudrait aussi gérer parce qu'on sait qu'ils sont susceptibles, en s'aggravant, de favoriser les infections ou des complications fongiques sinusiennes. Donc l'un va pas sans l'autre, mais si on doit mettre une priorité, je pense que c'est quand même à l'examen clinique et à l'endoscopie. Je suis d'accord. Après, le fait, l'élément qui apparaissait dans les éléments de publication, dans lequel le traitement immunosuppresseur ne modifiait pas l'histoire sinusienne, c'est vrai que on pourrait être surpris de constater que ces patients finalement sont pas forcément dégradés après greffe au niveau nasal. Mais à l'inverse, on peut être amené à avoir dans un contexte général des patients qui, pour une greffe cardiaque, pulmonaire ou autre, voient émerger une maladie rhino-sinusienne qui jusque-là n'existait pas. Et c'est vraiment l'initiation d'un traitement immunosuppresseur qui a modifié leur immunité locale nasale et a fait qu'ils ont commencé à développer une symptomatologie œdémateuse rhinoréique
alors qu'auparavant, ces patients ne se plaignaient absolument pas de leur nez. Mais en dehors du cas de la muco, hein, ça c'est vraiment plutôt dans le cadre de l'immunodépression liée au traitement et qu'on met après une greffe. Ouais. Et ça, on sait comment ça marche? C'est simplement de la pullulation de germes. Bah, on sait que le nez, c'est la première défense face à l'environnement. On peut penser que par l'immunosuppression, on modifie localement les conditions de réponse immunitaire. Bien sûr, ça, on n'en a pas la preuve biologique ou cellulaire, puisqu'on ne fait pas de prélèvement dans ce cas-là de manière systématique. On peut très bien imaginer qu'il y a un déséquilibre d'activité des populations lymphocytaires et que peut-être qu'il y aura une susceptibilité propre aux patients, voir émerger des sinusites à répétition ou simplement un œdème avec des rhinorrhées qui n'existaient pas avant. Et toujours dans cette même veine, l'impression que j'avais là de quelques patients qui ont des polyposes, notamment qui se majorent assez fortement en début de transplantation, c'est des choses que vous avez déjà vues, ça? Moi, je n'ai pas vu, alors Virginie peut-être plus que moi. Oui, moi, j'en ai une petite dizaine, en fait. Parce que je m'occupe aussi des patients de Véronique Bousseau. Et dans l'eau, il y en a certains qui ont des polyposes très agressives, c'est-à-dire qu'on les opère, on fait une ethmoïdectomie la plus large possible. Et 6 mois plus tard, ça commence déjà à repousser, quoi. Tu vois? Mais c'est vrai que c'est souvent très peu de temps après la greffe, quoi. Et un malade qui a une polypose nasosinusienne, sa prise en charge pour vous, ça change quoi? Est-ce que la donnée polype ou pas polype, ça implique sur la prise en charge ORL quelque chose de différent? Non, la problématique de la polypose dans la mucoviscidose, c'est que ça peut bloquer le drainage des cavités sinusiennes quand c'est très obstructif, pas quand il n'y a que quelques polypes. Donc, ah, attendez, il y a une question. Bonjour, merci pour ces présentations très intéressantes. J'avais la notion que si un jeune patient muco n'avait aucune atteinte ORL jusqu'à 16 ans, celle-ci n'apparaîtrait pas plus tard. Est-ce que vous confirmez ou pas? Alors, je me permets de répondre. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Ça peut arriver plus tard. Donc, un suivi une fois par an par un ORL, ça coûte pas cher d'aller regarder dans le nez du patient, de voir ce qui s'y passe. C'est pas vrai, il y a pas, c'est pas jamais ou toujours. C'est comme en amour, dans la mucoviscidose, c'est pareil. Donc, il faut vraiment aller voir. Excusez-moi, j'ai coupé la conversation, mais j'ai vu la question s'afficher. Je ne sais pas ce que tu en penses, Geoffrey, mais La question sur la polypose, c'est vrai que c'est un élément d'aggravation d'altération du drainage sinusien, donc qui doit être pris en compte dans la perspective éventuelle d'une chirurgie. En tout cas, comme un facteur qui peut altérer l'efficacité du traitement médical simple par lavage et par aérosol. Après, en soi, la polypose nasale, dans ce cas-là, le terme polypose souvent est inapproprié. On doit plutôt parler de rhinosinusite œdémato-purulente, alors que la polypose nasale, c'est vraiment une entité propre d'une maladie inflammatoire associée à l'asthme. Bon, ça, c'est du détail descriptif. Et donc, les polypes, finalement, vont pouvoir concourir aussi à une gêne fonctionnelle qui sera peut-être plus prononcée. Mais ce qui nous intéresse vraiment, quand on les examine en endoscopie, c'est l'aspect des sécrétions et leur caractère purulent, stagnant, qui vont vraiment témoigner de cette pullulation microbienne potentielle et d'une niche infectieuse locale, au-delà de la gêne fonctionnelle induite par l'obstruction nasale. Ouais. Et puis, par rapport à la question, j'ai déjà oublié la question qui était posée par... Ah oui, c'était le fait qu'après 16 ans, on est tranquille, c'est ça? S'il y a rien à... si jusqu'à 16 ans, il n'y a rien eu, est-ce qu'elle n'apparaîtra pas plus tard? Celle-ci n'apparaîtra pas plus Parce tard. que Confirmez-vous. Moi, je dis non parce que comme tu le dis, je pense qu'il y a un c'est plus suivi rien. mené parallèlement au suivi pneumo et le patient peut très bien, dans son histoire naturelle de la maladie, voir des choses apparaître par la suite qui étaient pour l'instant, qui ne s'exprimaient pas. Hein. Donc, Mm, mm. il n'y a pas d'élément fixé sur le plan immunitaire non plus et on peut très bien imaginer qu'un déséquilibre immunitaire, quel qu'il soit, puisse favoriser à un moment donné une gêne sinusienne plus prononcée. Hein. C'est sûr. Et concernant les médicaments, tu vois, alors,
je pense que c'était hyper important, je pense effectivement d'insister sur le fait que le lavage nasal, tout simplement avec le sérum physiologique, est quelque chose qui aura un effet que s'il y a déjà une bonne désobstruction chirurgicale auparavant, pour les malades qui ont un facteur local gênant l'écoulement des sécrétions. Mais est-ce qu'une fois qu'on a vérifié que le malade avait pas d'indication opératoire à proprement parler, quelle place vous donnez notamment à une corticothérapie par voie nasale? Est-ce qu'il y a encore une place à utiliser des corticoïdes par voie nasale? Parce que j'ai comme ça, moi, quelques patients qui se promènent avec des ordonnances de corticothérapie nasale depuis des années où on n'est pas très sûr de savoir en tout cas, d'identifier ceux qui en ont vraiment besoin, sur lesquels il faut insister sur une bonne observance. Ce qui est sûr, c'est que ça marchera s'il y a des éosinophiles dans la muqueuse. S'il n'y en a pas, ça ne marche pas. Donc, on peut faire de la cytologie nasale chez ces patients-là, si on ne veut pas faire de biopsie dans le nez. Hein. Mais en pratique, si au bout de 6 mois, il n'y a aucun effet, il n'y a aucun intérêt à continuer. Hein. Et l'effet, tu le mesures comment? En refaisant une cytologie Non, sur les symptômes du patient, par exemple. D'accord. L'obstruction. Tu vois, quand tu regardes une ordonnance d'un patient transplanté, moi, je signe tous les jours des ordonnances sur lesquelles il y a, pour ceux qui ont le moins de molécules, une dizaine de molécules, mais il y a certains patients qui ont parfois 30 lignes sur leur ordonnance. Hein. C'est régulièrement du très lourd, mais là-dedans, dans les traitements les plus contraignants qui existent, la majeure partie de ces traitements sont des traitements par voie orale, donc ils mangent beaucoup de médicaments, nos patients, ça c'est certain. Et on essaye toujours de les diminuer, bien sûr, de diminuer la charge thérapeutique. Dans les traitements les plus contraignants, il y a l'insulinothérapie, bien sûr, qui a eu de grands progrès dans ce domaine, mais ça reste contraignant pour les patients. Il y a les traitements nébulisés à visée respiratoire basse, mais il y a les traitements ORL, quoi, notamment le lavage au sérum physiologique tout bête, et les traitements par voie nasale. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir des outils pour essayer de convaincre les patients de le poursuivre ou pas, en fonction En tout cas, tous les patients qu'on opère, on envoie de la muqueuse en anapathe pour recherche d'éosinophiles. Et s'il n'y en a pas, il n'y a aucun intérêt. Donc, c'est pour ça que je te disais la cyto, si vraiment on ne peut pas avoir un bout de muqueuse pour voir s'il y a de l'éosinophile dedans, parce que franchement, ça peut ne pas marcher. Ah, il y a une autre question. Bonjour, merci pour ces présentations très intéressantes. J'avais la notion que si un jeune patient muco... Non, c'est pas ça. Il est une nouvelle biothérapie dans la polypose. Alors, et les nouvelles biothérapies indiquées dans la polypose. Alors, pour qui? Pour les greffés, la question, je ne sais pas qui pose la question, c'est Laurent Méli. Et de nouvelles biothérapies. Alors, est-ce qu'on a déjà essayé une biothérapie chez un patient muco? Oui, moi j'ai déjà essayé sur un jeune homme qui avait une hyperéosinophilie sanguine et des éosinophiles dans ses polypes, qui a la muco. Hein. Et en fait, ça a permis la non-évolution de la polypose pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il bénéficie du CAF trio qui a réglé le problème, en fait. Voilà. Là, ce qui est important de dire, hein, c'est que les biothérapies dans la polypose, c'est un cadre diagnostique totalement différent. Bah oui. Par rapport à ce que j'énonçais avant, c'est que le terme polypose nasale, il faut l'exclure de la mucoviscidose. Ce n'est pas adapté. La mucoviscidose, c'est une rhinosinusite chronique inflammatoire avec des polypes. Et la polypose nasocinusienne en tant que telle, c'est une maladie inflammatoire souvent associée à un profil éosinophilique T2, donc avec des marqueurs inflammatoires spécifiques. Et c'est dans ce cadre-là que les biothérapies sont en cours de développement principalement, avec pour les molécules, c'est dupilumab, omalizumab, mepolizumab, baralizumab. Actuellement, la seule biothérapie qu'on peut utiliser dans la polypose nasale en tant que telle, donc hors muco, c'est le dupilumab, et elle est indiquée uniquement chez les patients qui ont eu un échec du traitement médical par corticothérapie locale et générale et un échec de la chirurgie. Donc là, le cas qu'évoquait Virginie, c'est un cas très particulier. Il a été opéré, lui, 3 fois. Voilà.
Et donc, actuellement, les biothérapies, on peut dire qu'elles n'ont pas leur place, celles que j'ai citées, dans la prise en charge de la muco. C'est vraiment deux cadres diagnostiques différents. Après, il y a encore une autre question. Dans votre expérience, quel est l'impact des thérapeutiques protidiques orcambiques, alidéco-caftrio sur les atteintes ORL? Et en pratique, si une intervention chirurgicale était discutée, est-ce que vous donnez quelques mois pour voir l'impact éventuel de ces traitements? Alors là, je vais me permettre de répondre parce que j'ai une grosse expérience des biothérapies, de la mucoviscidose, je parle. L'orcambique à l'idéco, c'était pas terrible sur l'atteinte sinusienne. Franchement, très peu d'efficacité sur le contrôle de l'inflammation rhinosinusienne. Par contre, le CAF Trio, moi, je suis à peu près une quarantaine de patients qui ont bénéficié du CAF Trio. Il suffit d'attendre 1 ou 2 mois, on voit déjà les évolutions positives sur les sinus. Il agit sur les sinus. Donc, moi, j'ai annulé 2 patients au bloc qui étaient améliorés par le CAF Trio. Donc, il faut laisser le temps au traitement. Moi, j'en ai pas vu autant que toi, j'en ai vu beaucoup moins qui étaient sous CAF Trio, mais ceux que j'ai pu voir, c'était vraiment un changement radical C'est génial. fonctionnel, bien sûr pulmonaire, mais au niveau nasosinusien aussi, c'était, alors qu'on s'était pendant des années battu pour qu'ils fassent bien leurs soins d'irrigation, on se rend compte que le nez, ça sèche et qu'ils ne sont plus du tout gênés, quoi. Donc, c'est vraiment étonnant, hein. Non, non, il y a un très, très bel effet de ce traitement. C'est clair. Comparativement aux 2 autres, franchement, il n'y a pas photo, quoi. Non, en fait, pourquoi j'avais utilisé du pilimab? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le Castrio. Et que ça avait démarré avec une énorme mucocèle ethmoïdo-frontale avec une grosse polypose dessus. Donc, voilà, c'était un jeune homme que j'avais opéré 3 fois. Mais maintenant qu'il est sous Castrio, on va peut-être arrêter le dupilumab, hein. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la chirurgie sinusienne qu'on a citée, c'est pas forcément un seul temps chirurgical. On a parfois des patients qui nécessiteront dans leur histoire d'y retourner plusieurs fois, puisque comme toute chirurgie, il peut y avoir des cloisonnements cicatriciels, une reprise d'une maladie inflammatoire qui pourrait nécessiter de réintervenir. Alors, ça rend les choses plus compliquées, mais il ne faut pas s'imaginer que la chirurgie règle tout, bien évidemment, hein. En tout cas, un seul temps chirurgical ne règle pas tout. C'est finalement une démarche globale médico-chirurgicale d'aménagement du nez pour faire que le traitement par lavage et aérosol soit plus efficace. Oui, c'est ça. L'optimisation du traitement. Concernant l'utilisation des biothérapies, en tout cas des biothérapies, merci beaucoup Geoffrey de la précision sur la polypose nasosinusienne parce que je pense que c'est la confusion est, à mon avis, assez fréquente de bien dire que donc, ce qu'il ne faut plus appeler polypose dans la mucoviscidose n'a pas grand-chose à voir avec la polypose nasosinusienne sur terrain allergique. Quant à l'utilisation des biothérapies, nous, on y avait réfléchi, non pas du tout pour la polypose et pour les atteintes rhinosinusiennes, mais parce qu'il y a en transplantation pulmonaire dans certaines formes de rejet, en général assez graves, une hyperéosinophilie concomitante qui est plutôt de mauvais pronostic. Évidemment, on s'était posé la question d'utiliser des médicaments inhibant cette voie-là et en rediscutant avec des immunologistes, des chercheurs, enfin des gens très forts en immunologie, on avait plutôt souhaité abandonner cette perspective du fait des notions assez anciennes, mais qui ont vraisemblablement encore un sens de balance entre le TH1 et le TH2, qui est que si on inhibe trop la voie TH2, eh bien, on favorise indirectement la voie TH1, qui est quand même supposée être la principale voie de signalisation du rejet aigu cellulaire. Donc voilà, attention, l'utilisation d'un traitement par voie systémique, même si on l'utilise que pour le nez, il va toucher autre chose que le nez, donc dans le contexte spécifique de la transplantation. J'ai encore une question.
J'ai entendu que parfois, après une chirurgie de la polypose nasocinienne, la polypose nasocinienne pouvait ressurgir. Petit 1, faut-il réintervenir? Et deuxième question, est-ce que cela pourrait influencer le portage chronique ou intermittent du Pseudomonas aeruginosa? Alors, il faut réintervenir quand ça bloque les accès des cavités sinusiennes. Et si on avait traité ce Pseudomonas après la première chirurgie sinusienne avec des aérosols antibiotiques, parce que si on fait juste opérer et qu'on ne fait rien derrière pour traiter l'opio, ça risque de revenir. Donc, on ne réintervient que s'il y a une obstruction majeure de toutes les cavités sinusiennes. Mais ça nécessite un suivi bactériologique, enfin microbiologique régulier, quoi, très régulier. C'est une question de Madame Piron. Parce que effectivement, donc là, encore une fois, je le dis, il faut plus dire polypose nasale pour la muco. Il faut dire une sinusite dématopurulente avec des polypes. Effectivement, si les polypes qu'on a opérés venaient à réapparaître, souvent ils réapparaissent au sein d'une cavité qu'on a élargie, et s'ils sont de petite taille, ils ne vont pas gêner le drainage sinusien, comme tu l'as dit. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'intérêt à venir on les réopérerait que si de nouveau ils seraient quasiment totalement obstructifs dans la fosse nasale, ou s'ils gênaient de nouveau l'évacuation du sinus ethmoïdo-frontal et du sinus maxillaire. Après, dire que ça revient, bah oui, effectivement, ça peut revenir, ça c'est certain. À partir du moment où il y a un état inflammatoire chronique, on ne peut pas empêcher la muqueuse d'hyperproliférer et que l'infiltration œdémateuse se fasse. Mais ce n'est pas un argument pour dire qu'il ne faut pas opérer, puisqu'on voit qu'en opérant, on peut quand même aussi rendre service sur le plan fonctionnel et sur le plan microbiologique. Donc, ça, c'est un élément que nous aussi, on combat pour la polypose nasale associée à l'asthme, où très souvent l'argument est de dire que ça ne sert à rien d'opérer une polypose nasale parce que de toute façon, ça revient. Certes, ça revient, mais ça revient que dans 20% des cas. Et quand ça revient, c'est tout, c'est des profils inflammatoires spécifiques qui, justement, seront ceux-là qui pourront bénéficier d'une biothérapie. On sort ici du cadre du sujet qui est la muco. On parle de la... Ouais, c'est plus la muco, là. Donc, oui, ça peut revenir, mais c'est après une adaptation qui est à faire à l'examen endoscopique avec le traitement médical qui doit être renforcé si nécessaire. Pour revenir à la mucoviscidose, et en tout cas pour revenir à la transplantation, je voulais rebondir sur justement dans la question, il y a la question de la prise en charge de ces polypes et du rôle qu'ils peuvent jouer dans le portage du PIO. Je voulais juste peut-être réinsister un peu sur le fait que la disparition du PIO n'est pas forcément toujours un objectif en soi. Ah non, c'est pas disparition, c'est diminuer le portage, quoi, qu'il y en ait moins. Mais parce que ce sont des patients qui sont colonisés de très très longue date, et je crois qu'on peut juste, enfin, c'est peut-être important dans un webinaire comme ça qu'on insiste là-dessus que il faut quand même pas espérer le faire disparaître. L'exemple des patients transplantés est assez intéressant en cela, c'est-à-dire que c'est des patients chez qui on fait des lavages broncho-alvéolaires, en tout cas dans notre équipe. Pendant longtemps, on a fait des lavages broncho-alvéolaires pendant les 2 premières années post-greffe, de façon systématique. Puis ensuite, on s'est un peu calmé, on n'en a fait que pendant la première année. Et puis ensuite, on attend et on fait des prélèvements endoscopiques que si les malades ont une dysfonction chronique. Donc, il y a des patients qui, comme ça, n'ont pas eu de prélèvement pendant 15 ans. Et puis, 15 ans après la greffe, ils commencent à faire un petit peu de dysfonction et on refait des prélèvements endoscopiques à ce moment-là. On peut s'apercevoir parfois que des lavages broncho-alvéolaires itératifs à 6 mois, 9 mois, 12 mois après la greffe ne montrent plus de pseudomonas ou autres bacilles gram négatifs colonisants chroniques du patient et voir les mêmes souches, exactement les mêmes, ressortir. En fait, elles n'avaient jamais disparu. Elles étaient restées dans le microbiote, mais en équilibre avec les autres espèces, ressortir 15 ans plus tard. Donc, traiter le PIO, je pensais plutôt traiter le PIO s'il s'associe à des symptômes ou en tout cas avec une problématique au moment T du prélèvement. Voilà. D'autre part, il y a une littérature abondante en transplantation pulmonaire sur le portage du pseudomonas et le risque de dysfonction chronique. C'est tout à fait réel, mais ça n'a vraisemblablement pas la même valeur selon qu'il s'agit d'acquisition de pseudomonas de novo post-transplantation.
vous avez dit que c'était le germe le plus fréquent dans les infections respiratoires, y compris chez les patients non mucos. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais en tout cas, c'est une réalité. Et les patients qui en font l'acquisition après la greffe du Pseudomonas, ils ont vraisemblablement, eux, beaucoup plus d'enjeux liés au Pseudomonas que les malades préalablement colonisés comme les mucos. Je rappelle quand même que les mucos sont les malades qui ont de très loin les meilleurs résultats de la transplantation pulmonaire par rapport aux autres indications. Il y a encore une autre question. Quelle solution saline préconisez-vous? Eau égale sel de cuisine, sel de Guérande, respimer. Alors, bon, quel appareil aérosol utilisez-vous? Paris, atomiseur. Bon alors, le problème des sels de cuisine, c'est qu'il y a des additifs dedans. On ne sait pas trop ce qu'on met dans le nez. Donc, prescrire des flacons de sérum physiologique remboursés par la Sécurité sociale de 500 millilitres, on est sûr de ce qu'on se met dans le nez. C'est plus safe que de prendre des sels dont on ne connaît pas tout ce qu'ils contiennent. Après, sur les systèmes de lavage, l'objectif, c'est d'avoir un effet drainant. Quand il n'y a pas grand-chose dans le nez, le rhino-horn est suffisant. Le respimer, c'est quand il y a une obstruction nasale. Et ce n'est pas forcément avec les sels de mer de respimer. On peut très bien mettre du sérum physiologique dans un système kit respimer et puis le tiédir. Et puis après, sur l'aérosol, qu'est-ce que vous utilisez? Pas le Paris, pourquoi? Parce qu'ils font une contre-pression sur la trompe d'Eustache, donc ça peut faire mal à l'oreille. Donc, il vaut mieux utiliser l'atomiseur, donc c'est l'aérosonique plus de diffusion technique française, ouais. C'est plutôt l'atomiseur. Et encore une autre question. Bonjour, peut-être ai-je raté une information, mais quelle posologie de colimycine préconisez-vous en nébulisation 2 fois par jour? C'est 1 million matin et soir. Voilà. C'est ça la prescription. Et de tobramycine, ben, en fait, je ne l'utilise plus du tout. Donc, je ne le préconise pas. Après, aussi pour les lavages, c'est de bien rappeler aux patients d'avoir une certaine hygiène dans l'utilisation de son matériel. Des kits, oui. Voilà, de nettoyer au moins 1 fois par semaine là, au produit vaisselle la poire de lavage. Puis tout démonter pour que ça sèche bien. Parce que après le risque, c'est l'autocontamination du patient qui manipule ça de manière inadaptée ou qui, après avoir fait une pression pour faire monter l'eau dans son nez, va faire une manœuvre d'aspiration qui va faire remonter toutes les sécrétions à l'intérieur du flacon. Donc, autant dire, ça fait un bouillon de culture qui ne sera pas forcément très utile. Donc ça, c'est la quantité d'eau qui compte, c'est la composition, comme tu l'as dit, et puis c'est aussi l'hygiène et l'usage approprié au quotidien. Ouais. Mais en fait, ils sont très formés en hygiène, hein, parce qu'ils ont des groupes d'hygiénistes qui leur martèlent la stagnation d'eau, le risque du pseudomonas. Il n'y a souvent pas trop de problèmes sur... C'est dans les patients hors muco qu'il y a plus de problèmes que dans la muco, quoi. Parce qu'ils sont très, très, très sérieux là-dessus, quoi. Pour enfoncer le clou sur la tobramycine, la tobramycine nébulisée, en tout cas chez les patients transplantés pulmonaires, les quelques fois où on l'a utilisée pour les voies respiratoires basses, hein, donc du coup à la dose de 300 mg, mais pour les voies respiratoires hautes, c'est moins. Mais pour les voies respiratoires basses, à la dose de 300 mg, attention, il peut y avoir un petit peu de passage systémique. Et donc, il faut à ce moment-là, le conseil, c'est si jamais vous optez pour ça, c'est quand même de temps en temps de faire un petit taux résiduel de Tobra pour vérifier que le malade n'a pas de tobramycine circulante. Je rappelle que ce sont des patients qui ont une forte prévalence d'insuffisance rénale chronique. Donc, de ne pas aller créer des lésions d'insuffisance rénale par un petit passage systémique de Tobra. Après, il y a une autre question. Bonjour, quel est l'intérêt de la chirurgie à répétition en cas d'inobservance des traitements locaux? Alors, le traitement de base local dans la mucoviscidose, c'est le lavage de nez. Donc, le lavage de nez, ça ne fait pas fondre des polypes, ça fait pas... Et la corticothérapie nasale ne marche pas très bien, donc ce n'est pas du fait d'une inobservance des traitements locaux. C'est parce que c'est la maladie qui est là. Mais ce n'est pas une chirurgie à répétition. Enfin, quel est l'intérêt de la chirurgie à répétition en cas d'inobservance des traitements locaux?
Traitements locaux, c'est lavage au sérum physiologique et aérosol quand il y a des bactéries antibiotiques, mais il faudrait voir le cas du patient pour en discuter en fait. Après, c'est sûr que si le patient ne s'engage pas à son traitement médical local, on peut se poser la légitimité d'opérer si derrière on ne fait pas le traitement qu'il faut. Donc là, il y a tout un travail de conviction Ouais. et d'éducation pour lui faire bien comprendre que c'est pas en opérant qu'on va régler ses problèmes et c'est pas en l'opérant tous les ans ou tous les 6 mois qu'on va pérenniser le succès. Donc il faut Non. absolument qu'il fasse quelque chose. Hein. Ouais. Donc là, c'est sûr que l'indication opératoire serait à remettre en cause et nécessiterait un gros travail en amont pour bien lui faire comprendre ce qu'on doit être amené à faire. Hein. Mm. Non, c'est bien, on a eu pas mal de questions quand même. Bah, c'est vrai que le lavage au sérum phi, hein, quand tu le vois de l'œil du pneumologue, comme je disais tout à l'heure, ça fait partie des traitements du quotidien qui restent une contrainte pour certains patients. Les patients mucos, ils ont fait de la kinésithérapie respiratoire de drainage pluriquotidienne avant d'aller à la transplantation. Ils sont absolument ravis de ne plus avoir à faire ça. Et ils ont envie de lâcher tous les traitements qui leur mangent du temps comme ça dans leur journée. Donc moi, souvent, pour rigoler avec eux, je leur dis, bah, il faut que vous fassiez votre kiné du nez. Les lavages au sérum phi que vous ont prescrit les ORL et que je vous represcris derrière, ben, c'est votre kiné du nez. Ça, voilà, il n'y a plus de muco dans les poumons, mais il y en a toujours dans le nez. Donc, on continue la kiné du nez, quoi. Mm. Oui, quelqu'un qui a écrit, on voit effectivement que les traitements locaux en nasal sont contraignants. Oui, c'est sûr. Ça fait partie des choses qui prennent du temps. Ouais. Ça ne se met pas dans un pilulier et qu'on peut prendre un peu rapidement, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, même chose sur les nébulisations. Les nébulisations d'antibiotiques, Virginie, comment tu gères sur le long cours? Est-ce que tu essayes à un moment où, quand tu as eu un succès et que tu as vu disparaître on va parler du PIO, que tu traites par de la coli, tu as eu un succès clinique déjà et ensuite microbiologique. Est-ce que tu te donnes un moment auquel tu dis, bon, bah, maintenant on va arrêter et voir ce qui se passe? Est-ce que tu fais au feeling, au cas par cas? Non, non, en fait, je les revois 1 mois ou 2 mois après pour reprélever, voir si elle est là, si elle revient ou pas. En fait, je fais de la veille bactério, quoi. D'accord. Mais 1 ou 2 mois après l'arrêt? Oui, Oui. quand je l'arrête, en fait. Et tu l'arrêtes ou tu te laisses combien de temps? 6 mois ou un Bah, an? ce qu'il faut, c'est qu'il y ait au moins rare ou pas du tout retrouvé au prélèvement, quoi, tu vois. Hmm. Parce que c'est vrai que toutes ces séries rétrospectives dont on a parlé, qui ont le mérite d'exister et qui donnent ces taux d'éradication de l'ordre de voilà, 30-50% à un an, elles sont toutes un peu limitées dans le temps. On ne sait pas très bien ce que ça donne sur le très long cours, quoi. Oui, moi, j'ai tendance à le mettre au long cours parce que enfin, ce qui est impressionnant sur la colimycine, outre le fait que ça peut tuer des bacilles gram-négatifs, c'est que ça aussi, ça change les propriétés rhéologiques du mucus. Le mucus, il est un peu plus fluide au long cours. Donc, quand ils font des lavages, ils sont plus efficaces, en fait. Enfin, il y a plusieurs patients qui me l'ont dit, donc voilà. Et, non, mais ce qui est sûr, c'est que ça nécessite des consultations de contrôle régulières quand on embranche une aérosol thérapie antibiotique. Moi, ça m'est très chronophage parce que je vois beaucoup de patients, mais c'est très intéressant sur l'efficacité du traitement qu'on a quand on les voit tous les mois ou tous les 2 mois et qu'on surveille le portage bactérien. Et d'ailleurs, maintenant, j'essaye d'implémenter un dossier pour essayer de regarder sur plusieurs patients l'efficacité de ce traitement-là, quoi. Après chirurgie surtout. Bah, il nous reste 50 secondes. Alors, les 50 secondes vont servir à remercier les orateurs qui sont là, d'avoir partagé tous ces éléments d'expérience et puis de la littérature. Et puis, merci beaucoup de toutes vos questions qui ont montré qu'on pouvait être interactif même si on est à distance et sans se voir. Et puis encore merci à la Société française de la mucoviscidose de nous permettre de parler d'atteinte sinusienne dans la mucoviscidose.
Donc, trouvez un ERL motivé près de chez vous pour s'occuper des sinus de vos patients. Et si vous êtes perdu, vous avez le droit d'écrire à l'Association française de rhinologie qui pourra vous trouver un ORL rhinologiste, pas très loin de là où vous êtes. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Si.